Depuis la colonisation, dans nos pays, le plus souvent, les gens utilisent directement la langue du colonisateur, le français, ou dans certains autres pays, l'anglais. Mais les enfants ont rencontré énormément d'obstacles en apprenant ces langues. C'est ce qui fait qu'avec la crise de l'apprentissage, on se rend compte davantage que ces difficultés ont accentué les faibles résultats des élèves. Ces élèves qui étaient dans les classes bilingues, ils réussissaient mieux dans les sciences. J'ajouterais quelque chose de plus étonnant, ils étaient mieux en français. Alors que le français était la langue étrangère apprise par les autres à 100% de leur temps, les élèves qui étaient considérés comme ceux qui ne réussissaient pas et qui étaient même menacés de sortir du système, ils sont devenus presque tous les premiers de leur classe du fait simplement d'utiliser la langue qu'ils comprennent. Mamadou Ly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ONG sénégalaise Associates in Research and Education for Development, ARED, Oui. qui est basée à Dakar, au Sénégal. Vous êtes un spécialiste de l'éducation des adultes et de la pédagogie bilingue, et vous avez rejoint ARED dès sa création en 1991. Vous avez conçu plusieurs innovations pédagogiques, dont un programme de lecture additive bilingue pour l'école primaire, et vous êtes le lauréat du prix Yidan Prize pour l'éducation et le développement. Tout à fait. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici au Qatar pour l'occasion du sommet WISE. Mamadou Ly, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce qu'est déjà ARED et que veut dire la lecture additive bilingue pour les écoles sénégalaises? Merci de me donner déjà l'occasion de m'adresser à un grand public parce que je vous parle, mais c'est sûr que je serai écouté ailleurs. Et donc, juste pour vous dire que d'abord, le programme additif, quand on dit renseignement bilingue additif, il y a d'abord le fait qu'il y ait deux langues. Il y a la langue première, celle que l'enfant parle, et la langue seconde, qui est la langue en général inconnue ou bien qui est la langue internationale le plus souvent. Dans nos cas, nous utilisons la langue nationale, qui peut être au Sénégal le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Joola. La même chose, il y a certaines de ces langues qui existent en Mauritanie avec le Soninké ajouté à ces langues, ou en Gambie aussi, il y a le Wolof, il y a les autres langues. Mais ça, c'est la langue que l'enfant parle à la maison, dans la rue, quand l'enfant s'amuse avec les autres enfants. Donc, il comprend la langue. Et la seconde langue, c'est une langue qu'il doit acquérir parce qu'il doit s'ouvrir au monde. Et depuis la colonisation, dans nos pays, le plus souvent, les gens utilisent directement la langue du colonisateur, le français, ou dans certains autres pays, l'anglais. Mais les enfants ont rencontré énormément d'obstacles en apprenant ces langues. C'est ce qui fait qu'avec la crise de l'apprentissage, on se rend compte davantage que ces difficultés ont accentué les faibles résultats des élèves. Et donc, maintenant, nous avons travaillé à ne pas simplement dire c'est une langue ou l'autre, mais c'est de travailler avec les deux langues. Mais il y a beaucoup d'approches que les gens ont utilisées. Il y a certains qui utilisent juste la langue au début pour déclencher et ensuite laisser la langue nationale pour aller vers le français pour continuer. Et ça, c'est le bilinguisme soustractif. C'est-à-dire, on commence et très souvent, première année, deuxième année, troisième année, juste pour asseoir la lecture, on suspend la première langue, on va vers la deuxième. Le bilinguisme additif, c'est quand les deux langues cheminent ensemble jusqu'à la fin du cycle. Et c'est ce que nous avons essayé de promouvoir parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup d'effets que cela apporte. Ce n'est pas simplement le simple fait d'apprendre à lire, à écrire, mais c'est aussi toute la culture, toutes les valeurs qu'il faut aussi vraiment les véhiculer à travers l'apprentissage de la langue et le renforcement entre ces langues. Au-delà du renforcement entre la langue première et la langue seconde, c'est aussi le fait que les enfants et la communauté, c'est-à-dire que la communauté, on donne un espace à la communauté et dans son intervention, dans les apprentissages, dans les programmes. Donc, et c'est ça que nous essayons d'appeler éducation bilingue additive. J'ai saisi un mot dont vous avez parlé, c'est résultats et renforcement. Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats que vous avez observés chez ces enfants qui ont commencé par leur langue et la langue additive, et quels sont les renforcements au-delà de la langue, des liens sociaux et culturels que vous avez observés?
Oui, d'abord, rien qu'en commençant les premières expérimentations pour voir comment les enfants apprennent, puisqu'on faisait des études comparatives. On prend des élèves qui ont juste appris en français pour les comparer à des élèves qui étaient dans des classes bilingues, qui ont appris avec leur langue puis le français. Mais vraiment des évaluations rigoureuses, randomisées, où on compare les résultats en lecture, en mathématiques, en sciences et pas. Mais nous avons noté depuis que nous avions commencé ce travail, quand les élèves des classes bilingues quand les élèves des classes monolingues arrivaient à performer vers 30% par exemple de réussite en lecture, les élèves des classes bilingues allaient jusqu'à 70%. Ils arrivaient à lire plus rapidement et plus facilement que ceux qui n'avaient fait que le français pendant toute l'année, alors qu'ils n'avaient que la moitié du temps pour faire le français parce qu'ils avaient aussi l'autre langue à apprendre. Et nous avons eu à faire ces comparaisons à plusieurs niveaux, avec les compositions que les écoles font, avec les évaluations indépendantes que nous faisons. Et même plus tard, on est parti jusqu'à évaluer au niveau des examens de fin d'année, de fin de cycle, pour voir quels sont les élèves qui réussissaient le mieux. Les élèves qui étaient dans les classes bilingues réussissaient mieux que les élèves qui étaient dans les classes monolingues, et puis à une différence énorme, comme j'ai dit, entre parfois 30 à 40, et les autres étaient 60 à 70 ou même plus. Et en plus de cela, ces élèves-là qui étaient dans les classes bilingues, ils réussissaient mieux dans les sciences. Incroyable. Dans les sciences. Ils étaient pratiquement tous orientés vers les séries scientifiques. J'ajouterais quelque chose de plus étonnant, ils étaient mieux en français. Alors que le français était la langue étrangère apprise par les autres à 100% de leur temps. Eux, ils l'apprenaient à 50% ou même moins. Ils étaient meilleurs, plus performants en français que les autres. Alors, c'est ce qui a fait que nous avons dit, donc, pourquoi nos gouvernements n'encourageraient pas que les enfants apprennent avec la langue qu'ils comprennent? Parce que les gouvernements sont très frileux en général. Les gens se disent, c'est très compliqué quand on commence à entrer dans ces questions de langue nationale et tout ça. Ils mettent en avant les problèmes politiques, les problèmes de comment les communautés vont réagir et tout ça. Mais il y a toute la communication de comment présenter ce travail aux populations pour qu'ils comprennent. Ce n'est pas une question de promouvoir telle langue ou telle autre langue. C'est une question, est-ce que mon enfant apprend plus vite et mieux? Et chaque parent veut que son enfant apprenne mieux et vite. Bien sûr. Et donc, le fait que les parents voient que leurs enfants qui étaient presque menacés d'échouer, de sortir de l'école, deviennent parmi les premiers. Nous avons eu un programme, par exemple, qu'on appelle Daoune. C'est un programme, c'est succès pour tous les enfants. Ce qui nous intéresse dans la classe, c'est les élèves les plus faibles. On prend les élèves les plus faibles de la classe, qui font les 10 derniers ou quelque chose comme ça, et on les met ensemble dans des groupes pour leur faire un programme de remédiation. Et dans ce programme-là, nous utilisons la langue que les enfants comprennent, avec une pédagogie structurée et tout ça. Ce qui s'est passé, les élèves qui étaient considérés comme ceux qui ne réussissaient pas et qui avaient des difficultés, et qui étaient même menacés de sortir du système parce que s'ils ne réussissent pas, les parents en général les retirent de lui. Ils sont devenus presque tous les premiers de leur classe, du fait simplement d'utiliser la langue qu'ils comprennent. Ils sont devenus les premiers de leur classe. Et un élève qui n'arrivait pas au début à lire une lettre ou 2 ou 3 lettres, arrivait finalement à la fin de l'année, au bout de 9 mois, à gagner 74% de réussite en lettres, 100% de réussite en syllabes et 134% de réussite en mots. Oh, c'est incroyable. Vous voyez, donc c'est juste pour dire que, en tout cas, et actuellement, nous avons eu aussi à faire des évaluations indépendantes qui ont montré que il y a beaucoup d'avantages à utiliser ces langues que les enfants comprennent pour apprendre. Vous avez parlé de 22 langues. Dans un des débats ou un des panels que vous avez eu, vous avez mentionné 22 langues nationales au Sénégal. Est-ce que, premièrement, toutes ces langues sont des langues écrites ou est-ce que c'est des langues qui sont orales majoritairement? Est-ce que le fait de revenir à ces langues, ce n'est pas une manière de garder forte la tradition, la culture de ces enfants et aussi de renforcer leur identité et leur fierté? Et est-ce que le fait d'avoir ces différentes langues facilite ou complique la communication et la relation entre les enfants? D'abord, juste vous expliquer que
quand on dit 22 langues, la première chose, les gens disent, oh, mais comment on peut utiliser 22 langues à l'école? C'est trop compliqué, il faut former les gens, il faut avoir des livres. Mais nous avons trouvé que si on a la volonté, on peut trouver des solutions. D'abord, c'est ça. Au Sénégal, nous avons plus de 22. Nous avions au moins ce qui était recensé, 24 langues. Mais les 22 ont été codifiées. C'est-à-dire qu'il y a une orthographe, il y a une grammaire et tout ça sont reconnus comme des langues déjà codifiées. Et il y a un décret du président de la République comme quoi que ces langues sont reconnues comme des langues nationales. Et quand on dit langue nationale, quand une langue est classée langue nationale, ça veut dire qu'elle a le droit, elle peut être utilisée partout dans l'éducation et tout. Mais quand on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, on a dit, OK, il y a 22 langues, mais comment nous allons les utiliser à l'école? Aucune langue n'est exclue, mais il y a des critères de choix des langues. Une langue est choisie parce que d'abord, non seulement elle est codifiée, elle est considérée langue nationale, mais il y a des écrits sur cette langue. On peut avoir des livres, des documents d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, il y a des dictionnaires et tout ça. Donc, il y a un certain nombre d'écrits qui sont déjà produits sur la langue. Mais cela ne suffit pas en plus. Nous allons aussi faire une observation pour voir au niveau des communautés et des parents et tout ça, est-ce que cette langue peut être utilisée? Une fois que c'est reconnu que c'est une langue qui a tous ces éléments-là, déjà, on sait qu'elle peut être utilisée, mais 22 langues, quelle langue utiliser dans quelle école? On fait ce qu'on appelle une cartographie linguistique. Il y a une équipe de recherche qui vient dans une école qui observe les enfants en train de s'amuser dans la cour. Et quand on observe les enfants, on voit dans quelle langue ils sont en train de communiquer. Leur langue de communication, ça veut dire qu'ils se comprennent dans cette langue. Et nous, comme on ne cherche pas à promouvoir ni telle langue ou telle, on cherche une langue que les enfants comprennent. On sait que cette langue, quand elle est utilisée dans cette école, les enfants peuvent communiquer avec cette langue et comprendre. Et une fois donc cette langue est identifiée, on appelle l'équipe pédagogique pour leur dire, voilà ce que nous avons constaté, comment vous voyez cela? Est-ce que vous avez généralement une langue par école ou il peut y avoir par exemple 2 langues dans une école? Jusque-là, on a surtout eu une langue par école. Mais moi, dans mon expérience, parce que j'ai eu à expérimenter le programme avec le ministère de l'Éducation nationale, j'ai une fois eu une situation où les parents ont décidé d'avoir 2 langues dans une école, le Pulaar et le Wolof. D'accord. Parce que les gens étaient venus dans une première année et ils ont dit, on va toutes les 2 langues, on va en faire les langues Wolof. Je dis, OK. Mais la deuxième année, ils sont venus vers moi pour me dire, monsieur Lee, si vraiment vous le permettez, on a 2 classes de CI, 2 classes de CP, 2 classes de C1, donc du même niveau. On voudrait avoir une classe Wolof et une classe Pulaar. Et comme ça me permet les enfants qui sont plus à l'aise avec le Pulaar et ils vont dans le Pulaar, c'est qu'ils sont plus à l'aise en Wolof ou avec le Wolof. Et ça marchait. Donc, il n'y a pas il y a aucune contrainte qui fait que deux langues soient dans la même école et il faut simplement former les enseignants à pouvoir les utiliser. Alors donc, quand on a utilisé ces langues nationales avec un choix, nous, on s'est retrouvés sur les 22 langues codifiées, on s'est retrouvés avec 6 langues à l'école, dans tout le pays. Mais ces 6 langues, il se trouvait qu'elles couvraient l'ensemble du pays. Parce que dans chaque région, il y a une langue dominante. Et en général, les enfants chez nous, ils ont au moins 2 langues qu'ils parlent. Wolof Pulaar, Wolof Serer. Le Wolof étant une langue qui est pratiquement parlée un peu partout. Même si en milieu rural, les gens ne la privilégient pas, mais il y a quand même, elle est parlée. Donc, ce qui fait que on sent quelque part culturellement comment ces langues enrichissent l'apprentissage. Vous voyez un parent qui n'a jamais été à l'école, qui ne sait pas lire et écrire, son enfant revient de l'école et a un texte qu'il est en train de lire et qui est dans sa langue. Commence à lire le texte, le parent, il écoute, il lui dit, oui, c'est pas ça que l'histoire disait, hein? Ça, c'est une histoire que je connais, c'est le conte du lièvre et de tel. Et la conclusion, c'est ça. Et le parent continue parfois même à aider l'enfant dans les leçons à tirer de ce conte-là, parce que c'est un conte qui. Donc, ce n'est pas simplement le fait que la personne soit alphabétisée, alors que quand c'est en français, le plus souvent, le parent dit, ça, ce n'est pas mon affaire, je ne comprends rien de ce que. Même si je dis à l'enfant, répète la leçon, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc, ça écarte un peu le parent de l'apprentissage de l'enfant. Donc, ça, on a vu ça. Et ça fait que finalement, il y a même des parents qui se portaient volontaires pour dire, monsieur, je vous ai entendu, j'ai entendu mon fils l'autre jour parler de tel conte, mais si vous voulez, je peux venir. Moi, j'en ai d'autres et que je peux même aussi présenter aux enfants et qui sont plus intéressants.
Donc, c'est juste Ça pour- veut dire que si vous me permettez, la tradition orale perdure et elle vient aussi enrichir. Exactement, exactement. Et le fait simplement déjà que le parent soit attentionné à cet fait de l'enfant l'amène aussi à accompagner son enfant dans l'apprentissage. Alors que dans d'autres cas où parfois le parent même Ils se sont déconnectés. voilà, ils sont déconnectés, ils arrivent même à un certain moment à dire à l'enfant ah, demain tu vas pas à l'école parce que j'ai besoin qu'on m'aide à amener ma charrette quelque part parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, quoi. Ben, j'ai vu aussi des communautés où une communauté qui était Wolof, Mhm. mais qui a eu à se déplacer parce qu'il y avait une crise et aller vers un village Peul. Et ils ont trouvé une école Pulaar, donc les enfants étaient en train d'apprendre le Pulaar et ils ont décidé que leurs enfants allaient rejoindre cette école-là. Mhm. Et leurs enfants s'amusaient à parler un peu Pulaar avec eux. Mais eux, pour eux, ça les a aidés parce qu'ils ont dit que quand les enfants revenaient à la maison, ça les aidait eux à plus apprendre la langue Incroyable. et Ouais. à se rapprocher de Ouais. l'autre communauté qui les a acceptés. Oh, c'est incroyable. Donc, ça a été un facteur presque pratiquement d'union entre les deux. De cohésion. De cohésion. C'est Des incroyable. communautés. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui m'a donné ce témoignage en disant que ses enfants. Vraiment, c'est formidable. Il y a quelque chose aussi que j'ai retenu, c'est, hormis le fait que vous êtes partenaire technique du ministère de l'Éducation sénégal, vous êtes aussi, votre méthode est aussi implémentée en Mauritanie et en Gambie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait comment cette méthode-là s'adapte et quels sont les partenariats que vous avez faits avec les différents ministères et autorités? C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de saluer cette volonté des pays qui sont juste à côté de penser à une coopération sud-sud. D'habitude, on avait toujours une expertise internationale qui venait de l'Occident pour venir appuyer nos pays. Mais ici, nos pays de plus en plus regardent ce qui se passe dans les pays voisins et cherchent à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'adapter chez eux. Et dans ce cadre-là, par exemple, en Gambie, c'est le gouvernement gambien même qui a décidé en disant, oui, on veut faire quelque chose avec l'utilisation de nos langues. Et on voit qu'au Sénégal, il y a une organisation qui est en train de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale qui fait de bonnes choses. Ils nous ont contactés pour est-ce qu'on peut venir vous voir pour voir ce que vous êtes en train de faire. Et donc, quand ils décidaient de venir, ils sont venus en forte délégation. Leur ministre était venu avec une forte délégation de 8 personnes, des techniciens du ministère, pour regarder ce que nous sommes en train de faire. On leur a expliqué comment nous avons travaillé, comment nous avons développé quoi pour le ministère. Et ça les a intéressés. Ils ont dit non, mais ça, nous avons déjà un financement de la Banque mondiale qui va arriver et nous voudrons vraiment commencer à mettre ça. Est-ce que vous êtes prêts à venir nous soutenir, nous accompagner dans ça? Donc, nous envoyons là-bas des techniciens pour travailler avec eux dans le curriculum bilingue de comment produire les matériels pédagogiques, comment former les enseignants. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. La Mauritanie, c'est la même chose. Là aussi, nous avons eu cette volonté d'ouverture du gouvernement mauritanien, qui d'ailleurs, en ces moments-là, les langues nationales n'avaient pas encore repris leur place, mais ils nous ont dit, quand même, ce que vous êtes en train de faire avec l'enseignement bilingue, est-ce qu'il est possible qu'on le fasse avec l'arabe et le français? A dit oui, mais bien sûr, on peut venir travailler avec vous. L'avantage que nous avons dans chaque pays, et c'est pourquoi nous sommes acceptés et pas perçus comme des gens, des donneurs de leçons, on vient, on dit, nous avons une expérience, mais c'est une expérience de chez nous qui peut marcher comme qui ne peut ne pas marcher. Si vous êtes d'accord, vous mettez en place votre équipe, ceux qui décident de vos méthodes, ceux qui décident de vos techniques. On se met ensemble et nous, on présente, on vous montre ce qu'on a à faire, on montre les exigences, on discute. Vous voyez, est-ce que c'est applicable ou c'est pas applicable? Et c'est ce qui fait que le plus souvent, au début, ça peut tirer un peu. Non, ça on ne fait pas chez nous, ça peut marcher. Mais au finish, quand on expérimente des choses, quand on va sur le terrain, on revient, les gens disent, ah oui, on a décidé de changer. Et quand les gens décident de changer, ça devient un changement durable. Alors que quand ils se sentent, par exemple, qu'on parachute quelque chose qui vient pour le dire, voilà, maintenant, désormais, c'est la méthode X qu'on va utiliser, c'est rejeté d'avance. C'est un élément exogène qui vient presque s'imposer. Exactement. Justement, en parlant de ça, de quel type de partenariat avez-vous aujourd'hui besoin pour pouvoir renforcer cette méthodologie? C'est important parce que vous voyez, aujourd'hui, nous sommes convaincus déjà que le travail avec les langues, ce que nous sommes en train de faire, fonctionne bien. La première chose est que nous voulons quand même avoir une tache d'huile, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui partagent la même langue. On peut aller très vite,
en essayant de voir tous ces pays qui partagent la même langue, qui commencent déjà à travailler ensemble sur certains outils et pour aller plus loin. Ça, c'est un premier élément. Mais il y a un deuxième élément, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la technologie, l'intelligence artificielle est présente. La technologie, déjà depuis la COVID, nous avons vu que le numérique, ça aide assez souvent à régler des choses, à réduire des coûts. Au début, quand vous réunissez les personnes à former, vous les réunissez pendant un certain nombre de jours, vous les prenez en charge, ça coûte tellement cher. Vous voulez produire du matériel pédagogique et tout ça, le temps que vous... Donc, avec l'intelligence artificielle et avec les outils de technologie, on voit que ça peut aller très vite. Et ça peut aussi aider certains pays à rattraper très vite le gap qui n'ont pas besoin de prendre autant de temps que nous avions pris pour faire tout ça. Donc, l'idée d'abord de travailler avec d'autres pays, l'idée de travailler aussi avec d'autres acteurs qui ont déjà la technologie, qui ont cette connaissance, qui peuvent nous aider à développer davantage comment améliorer nos procédés dans l'éducation. Mais aussi, l'éducation, surtout basée sur nos langues, demande aussi de la communication, demande à être financée parce qu'il faut changer, il faut transformer. Et là, nous avons besoin d'avoir aussi la communication, le plaidoyer à différents niveaux pour qu'au niveau des populations, qu'il y ait une adhésion de tout ce que les gens comprennent, au niveau des décideurs politiques, que les gens comprennent et que finalement, qu'ils décident de mettre l'argent à partir du budget de l'État et que les partenaires techniques et financiers aussi puissent aussi se joindre à ce mouvement-là et l'accompagner. Donc, c'est un mouvement très vaste de partenariats qui coexistent et une seule organisation qu'on arrête ne peut pas le faire. C'est pourquoi nous avons même pensé depuis à mettre en place une alliance pour l'enseignement, disons, les apprentissages fondamentaux, où tous les acteurs, certains dans le EdTech, d'autres dans la communication et le plaidoyer, d'autres dans la mobilisation communautaire, puissent être ensemble pour relever ces défis en Afrique. C'est formidable. Vraiment, Mamadou, je suis admiratif du travail que vous faites. J'ai une dernière question à vous poser. Oh. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été attiré et que vous avez voulu investir votre temps, énergie, une partie de votre vie dans cette action? Qui était le petit Mamadou et qu'est-il devenu aujourd'hui? Alors là, vraiment, je vais vous dire que je suis technicien génie mécanique de formation. C'est vrai. Qui est devenu aujourd'hui quelqu'un voilà, qui a été primé pour avoir un peu de l'éducation. J'ai fait le cursus technique, j'ai eu bac technique, j'ai fait génie mécanique à l'UIT. Mais c'est par bénévolat. Je voulais juste aider mes parents à savoir lire et écrire. Et je le faisais comme ça, en étant perdu, avec d'autres amis autour. Mais je voyais le pouvoir transformateur que simplement en essayant d'alphabétiser les gens dans le langue, que je voyais quelqu'un qui n'avait jamais été à l'école pour la première fois, qui prenait un document et qui le lisait et qui était très fier. Un jour, une femme m'a dit, « Vous savez que votre cours m'a sauvé la vie. » J'ai dit, « Mais comment ?» Elle me dit, « J'allais à la Mecque. Quand je suis parti à la Mecque, je me perdais tout le temps parce que toutes les portes se ressemblaient. La lettre B, c'est la lettre B qui m'a sauvé. Parce que j'arrivais à reconnaître la lettre B parce que je l'ai appris chez vous. Et c'est ça qui m'a mené à me repérer tout le temps. Oh. Alors, la lettre B pour Bab. Voilà. Et ça, elle arrivait déjà à reconnaître la lettre B. Elle dit, mais c'est là ma porte. Et chaque fois, donc, elle ramenait les autres d'ailleurs qui n'étaient pas alphabétisés. Et quand elle est rentrée, elle s'empressait de nous le dire et de dire qu'elle va continuer à apprendre parce qu'elle sait que l'apprentissage est très important. Alors moi, c'est là que j'ai commencé à voir que j'avais une action qui transformait la vie et que je le voyais comme ça. C'était très perceptible. Et j'ai préféré ça à être devant la machine en train d'usiner parce que je faisais la construction et la fabrication mécanique où avec les tours, les raboteuses, les fraiseurs, on fabriquait des pièces. Mais être comme ça en interaction avec des personnes qui vous disent tout de suite que notre vie a changé et que tu le percevais comme ça a été quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Mamadou, merci beaucoup de nous avoir consacré cet instant et cette interview. C'était un plaisir de vous rencontrer. Nous vous souhaitons à vous et à Arrête un succès grandissant et toujours au plaisir de vous revoir ici au Qatar. Merci encore. En tout cas, c'est moi qui vous remercie et vous m'avez donné cette opportunité que je salue beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment.